Alors, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, bienvenue pour ce 5e Facebook Live La Tour est Petit. Nous traiterons aujourd'hui de l'achat et de la vente immobilière. Quels sont un petit peu les documents pour se préparer? Quels sont les pièges à éviter? L'exposé sera scindé en deux parties. Alors la première s'adressera plutôt aux vendeurs d'un bien immobilier. Et la deuxième sera plutôt pour l'acquéreur potentiel, quels sont un petit peu tous les documents qu'il faut demander, etc. Alors on a reçu pas mal de questions, j'ai tenté de les englober directement dans l'exposé. Si jamais ce n'est pas assez complet ou si vous voulez un complément d'information, n'hésitez pas à nous le dire directement en live ou à nous envoyer un petit mail et alors on y donnera la meilleure suite dans les meilleurs délais. Voilà. Alors, par rapport à la vente immobilière, donc comment s'y prendre? Quels sont un petit peu les documents nécessaires, pardon. Alors la première question qu'on nous a posée, est-il possible de se préparer pendant le confinement? La réponse évidemment est oui. Donc tous les documents qui ne nécessitent pas, je dirais, une interaction entre les différents intervenants est tout à fait possible. Donc, je pense notamment aux renseignements urbanistiques qui doivent être demandés à la commune. Je pense également aux documents qu'il faut demander au syndic lorsqu'on met en vente. Voilà, ce sont tous les documents que vous pouvez demander et qui ne nécessitent pas du tout d'interaction et donc pas de distanciation sociale. Alors, quelles sont les différentes étapes lorsqu'on veut procéder à la mise en vente de son bien? Alors, la première chose à faire, c'est de savoir si on a le droit de vendre et si on est capable de le faire d'un point de vue juridique. Typiquement, si vous êtes marié ou si vous avez fait une déclaration de cohabitation légale, sachez que vous avez besoin d'avoir l'accord de votre conjoint. Donc c'est ce qui s'appelle la protection du domicile conjugal. Et donc, si vous voulez mettre en vente, il faut l'accord de l'autre partie. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est de faire estimer son bien. Alors, il y a deux solutions pour l'estimation de son bien. Soit on passe par un expert immobilier, soit on passe par une agence immobilière. Attention, si vous passez par une agence immobilière, certaines agences ont tendance à un petit peu surestimer les biens pour tenter ou en tout cas avoir plus de chances à obtenir un mandat. C'est dommage dans le sens où le propriétaire risque de perdre beaucoup de temps, d'énergie et finalement d'obtenir un prix inférieur, je dirais, à la valeur du marché, ce qui n'aurait pas été le cas si le prix avait été fixé correctement dès le départ. Donc faites bien attention à ça. Laissez-vous également une petite marge de manœuvre. Pourquoi? Ça fait partie du jeu pour un candidat acquéreur de négocier un petit peu. Voilà. Donc ne mettez pas directement le prix qui a été fourni par votre expert. Laissez-vous une petite marge. Ça vous permettra également, si jamais vous vous rendez compte que le prix que vous avez annoncé ne correspond pas tout à fait à la valeur du marché et que vous avez un manque d'intérêt, vous pouvez toujours vous rapprocher de la valeur de marché. Voilà, donc ça, ce sont deux petits conseils. Alors, en termes des documents légaux, on nous a demandé qu'est-ce qu'il faut avoir pour pouvoir mettre en vente son bien. Alors, il y en a plusieurs. Le premier est le certificat de performance énergétique du bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui va mentionner si votre bien est énergivore ou pas. Donc, il va vous donner un classement qui va de A à G, sachant que A, on est dans le vert, c'est ce qu'on appelle un bâtiment passif, et G, c'est un bâtiment qui demande plus de consommation énergétique. Alors, pas d'inquiétude si votre bien est en F ou en G. Il est clair qu'une maison de maître, par exemple, qui a été construite au début du siècle avec des hauteurs sous plafond de 4 mètres, n'aura pas la même consommation énergétique qu'un nouveau bâtiment, un nouvel appartement qui, en termes de normes énergétiques, est à la pointe de la technologie. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Alors, deuxième document que vous pouvez demander, c'est le certificat électrique. Donc, c'est un document qui va mentionner si votre électricité correspond aux normes actuelles ou pas. Alors, le certificateur, donc il faut faire appel à un certificateur agréé. Vous ne pouvez pas demander à votre électricien de le faire. Il vient sur place, il va vérifier un petit peu la tension dans vos prises, vérifier si les schémas unifilaires sont mentionnés dans le boîtier électrique, est-ce qu'il y a un piquet de terre, est-ce que les prises de terre sont reliées à la terre. Voilà, ce genre d'informations. À la fin, il vous donnera un document qui mentionnera
l'électricité correspond aux normes ou ne correspond pas aux normes. Si elle ne correspond pas aux normes, pas d'inquiétude, ce n'est pas vous qui devez remettre en conformité, c'est l'acquéreur qui devra le faire. Alors, il aura un délai entre 12 et 18 mois, ça dépend un petit peu de la date de l'installation électrique. Mais donc voilà, vous pouvez, ce n'est pas vous qui devez le faire. Autre information, les renseignements urbanistiques, j'en parlais tout à l'heure, c'est un document qu'on peut demander maintenant en période de confinement. Alors faites très attention avec les renseignements urbanistiques aux infractions urbanistiques, c'est de plus en plus courant. Qu'est-ce qu'une infraction urbanistique? On nous a posé la question, j'en reviendrai un peu plus tard. Autre document, l'attestation d'une citerne à mazout. Donc si vous avez une citerne à mazout, vous devez demander une attestation qui vous dira si la cuve est toujours étanche, oui ou non. Alors dernier document, c'est l'attestation de sol. Alors l'attestation de sol est à demander par votre notaire. Alors il faut savoir que certains terrains ont plus de risques, je dirais, d'être qualifiés comme probable pollution de sol. Je pense notamment aux terrains sur lesquels il y a eu des activités à risque, du style un garage automobile, une pompe à essence, une blanchisserie, une ancienne imprimerie, etc. Donc si le bien que vous possédez a eu à l'époque ces activités-là, sachez qu'il y a un risque de pollution. Parlez-en à votre notaire, il vous expliquera ce qu'il faut faire. Alors dernière chose, si vous êtes en appartement, il faut demander les informations officielles de copropriété, c'est l'article qu'on appelle 577 11, qui mentionnera par exemple les 3 derniers PV des assemblées générales, les 2 derniers décomptes de charges, est-ce qu'il y a un litige en cours avec la procédure, quel est le montant du fonds de réserve, le montant du fonds de roulement, est-ce qu'il y a des arriérés dus par le cédant, et si oui, à quelle hauteur ils sont montés. Donc voilà, ça c'est tous les documents que vous pouvez déjà commencer à demander. Alors, une fois que vous avez tous les documents, vous pouvez procéder à la mise en vente de votre bien. Alors, vous pouvez le faire soit par vous-même, soit par une agence immobilière. Nous, on va vous conseiller plutôt de passer par une agence immobilière, plus particulièrement par Latour & Petit. Alors, pourquoi Latour & Petit? Il faut savoir que nous, ça fait 20 ans qu'on est actif dans l'Est et le Sud de Bruxelles. Donc, c'est un marché dans lequel on évolue tous les jours et qu'on connaît à la perfection. Alors, il faut savoir que... je ne vais pas dire qu'on a des points de référence dans toutes les rues dans l'Est et le Sud de Bruxelles, mais on a vraiment beaucoup de points de comparaison. Donc ça nous permettra, lorsqu'on vous fait une évaluation, de vous donner des valeurs qui sont justifiées, qui ne sortent pas de nulle part. Alors il faut savoir que tous les commerciaux chez nous sont aussi agréés IPI, ils ont déjà une vaste expérience dans le domaine de l'immobilier et ils sont constamment mis à jour, c'est-à-dire qu'on suit des formations qui sont agréées IPI, elles sont données donc soit par l'IPI directement, soit par des juristes, des avocats, des architectes, et donc ça nous permet d'être vraiment à la pointe en termes de matière juridique ou technologique. Alors, Latour & Petit fait également appel, lors d'une mise en vente, à un photographe professionnel qui s'occupera de faire un reportage photo et vidéo. Il faut habiller la mariée, c'est important. Je dirais le premier coup d'œil d'un candidat acquéreur sera les photos. On peut écrire ce qu'on veut, mais si les photos ne représentent pas le bien, l'acquéreur va s'arrêter là, il n'ira pas plus loin. Donc, c'est important d'avoir des belles photos. Alors autre chose, donc les commerciaux chez nous, on négocie à votre place. Alors on n'est pas des magiciens, hein, donc on ne va pas vous obtenir, je dirais, des prix qui ne correspondent pas du tout à la réalité. La seule chose, c'est que on connaît notre métier, on sait jusqu'à quel point on peut négocier, et ça vous permet, je dirais, d'avoir le meilleur du marché, tout simplement, ou en tout cas une valeur qui correspond tout à fait au marché. Et alors dernier point. Lorsque vous avez signé une offre avec nous, on vous suit vraiment jusqu'à l'acte authentique, c'est-à-dire que vous avez un accompagnement du début à la fin. Ce n'est pas comme si le jour où votre bien, votre appartement, votre maison est vendu, l'agent immobilier s'enfuit et attend de toucher sa commission. Ce n'est pas du tout le cas. On vous accompagne de A à Z. On vous garantit une vente sereine et on s'occupe même des transferts des compteurs une fois que l'acte a été signé. Alors, je parlais tout à l'heure des infractions urbanistiques. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire attention aujourd'hui aux infractions urbanistiques? Il faut savoir que lorsqu'on demande les renseignements urbanistiques, la commune va vérifier si les informations que l'agent ou que le propriétaire va mentionner dans le document
correspondent à la réalité. Typiquement, lorsqu'on construit un bâtiment, il faut demander un permis de bâtir et il faut que le plan corresponde au permis de bâtir. Et donc, si vous avez fait par la suite, je dirais, vous avez agrandi votre maison, vous avez fait une véranda, vous avez aménagé un grenier, que sais-je, il faut demander dans la plupart du temps un permis. Voilà, ce sont toutes des choses qu'on ne sait pas toujours. Mais donc, si vous avez, je dirais, un doute, parlez-en à votre agent immobilier ou à votre notaire et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au plan à la commune. C'est tout à fait, vous avez le droit d'aller consulter vos plans, il ne faut pas d'autorisation particulière. Donc ici, je clôture la partie, je dirais, plus pour le vendeur. Nous allons maintenant nous attaquer plutôt à la partie de l'acquéreur et donc quelles sont les étapes à suivre lorsqu'on veut acheter un bien immobilier. Alors, la première chose à faire, c'est aller voir les banques. Sachez ce que vous pourrez emprunter, quelle est votre capacité de remboursement. Prenez le temps de discuter avec votre banquier. L'une des questions était, peut-on faire une simulation de crédit à distance? La réponse est oui. Il faut savoir que jusqu'au 24 avril, il est vrai que les institutions de crédit et les banques mettaient plutôt le pipe sur les choses plus urgentes. Aujourd'hui, c'est plus le cas, donc tout peut se faire à distance. Ils vont vous demander, par exemple, vos fiches de salaire, une preuve de revenus, quelles sont les garanties éventuellement que vous avez, est-ce que vous avez d'autres crédits en cours, etc. Donc, vraiment, première chose à faire, allez voir les banques, sachez ce que vous pourrez emprunter, et comme ça, si jamais vous avez envie de faire une offre, au moins vous savez jusqu'à quel montant vous pouvez monter. Autre question, quid des conditions de crédit convenues avec ma banque avant le confinement? Alors, c'est clair qu'on est dans une période assez particulière, hein, c'est nouveau pour tout le monde. Si vous aviez signé un acte, je dirais là maintenant les 2 derniers mois, et qu'il a dû malheureusement être reporté à cause de la situation, sachez que les banques octroient maintenant facilement 2 mois de plus pour la garantie des conditions. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter, si votre acte a été reporté, vos conditions sont maintenues encore pour 2 mois supplémentaires. Donc là, je clôture un petit peu la partie sur les banques. Que faire également donc, pour pouvoir acheter un bien immobilier et ne pas rater, je dirais, la bonne opportunité ou en tout cas le coup de cœur? Inscrivez-vous dans les agences immobilières. Il faut savoir que la plupart des agences immobilières ont un fichier client dans lequel les clients s'inscrivent en avant-première et dès que l'agence met en vente un nouveau bien sur le marché, le client est automatiquement informé par email. Ça vous permet, le cas échéant, de ne pas rater le bien, je dirais, coup de cœur. Prenez le temps également de discuter avec votre agent immobilier. Dites-lui ce que vous recherchez, ciblez votre recherche, ne commencez pas à chercher, je dirais, dans tout Bruxelles ou avoir des critères qui sont vraiment trop larges. Ça va vous compliquer la chose. C'est pas évident de trouver un bien qui correspond tout à fait à vos critères, mais si vous recevez trop d'annonces, vous serez perdu et ça ne va pas vous aider. Ciblez également quels sont les quartiers que vous recherchez. Prenez le temps, je dirais, bon, peut-être pas maintenant en période de confinement, mais une fois que ce sera levé, prenez le temps d'aller visiter les quartiers que vous aimez bien, prenez votre vélo, faites le tour, discutez avec les voisins. Ça vous permet déjà de vous plonger un peu dans le quartier et vous dire, ben voilà, ce quartier-là, je l'aime bien, celui-là, je l'aime pas, et ça va vous aider, encore une fois, à cibler votre recherche. Alors, faites également des visites virtuelles pour l'instant. Donc, on parlait du confinement. Certaines agences, La Tour est Petit, entre autres, offrent des visites virtuelles en ce moment. Alors, c'est clair que vous n'arriverez pas à vous décider uniquement sur base d'une visite virtuelle. On en est tout à fait conscient. Maintenant, ça vous donne déjà un bon aperçu de la maison ou de l'appartement. Donc, prenez le temps de faire des visites virtuelles. Vous verrez, c'est assez spécial. On peut se balader dans la maison assez facilement. Et donc voilà, n'hésitez pas à commencer par des visites virtuelles. Voilà, on nous demandait si on pouvait faire des visites. La réponse malheureusement est non. Pour l'instant, on ne peut pas. On attend encore l'accord, je dirais, de l'IPI, donc l'Institut des professionnels de l'immobilier, qui nous autorisera, je dirais, à partir du 11 mai, donc la période de déconfinement, de pouvoir recommencer des visites. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas encore tout à fait officiel. On vous le dira dès que c'est fait.
Alors, lorsque vous avez un bien que vous convoitez, demandez à l'agent immobilier ou au propriétaire toutes les informations nécessaires. J'entends par exemple les plans, on en parlait tout à l'heure, les renseignements urbanistiques, le certificat PEB, le certificat électrique, les éventuelles informations de copropriété. On n'achète pas un chat dans un sac. C'est important de pouvoir se dire le jour où vous achetez un bien, j'ai reçu toutes les informations, j'achète en connaissance de cause et je ne risque pas d'avoir une mauvaise surprise une fois que je rentre dans le bien. Donc, demandez vraiment toutes les informations à l'agent immobilier, c'est important. Une fois que vous avez trouvé votre bien, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez l'acheter, donc vous devez faire ce qu'on appelle une offre. Alors attention qu'une offre c'est ferme et définitif, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez émis votre offre, vous ne pouvez plus faire marche arrière, sauf si vous avez mis éventuellement une condition suspensive par rapport à un crédit. Vous n'avez pas eu votre crédit. Mais donc sachez vraiment, une offre c'est ferme et définitif, pardon. Dès que le vendeur accepte votre offre, vous êtes obligé d'acheter. Alors quelles sont les mentions qui doivent être reprises sur votre offre? Donc, premièrement, votre nom et prénom, l'adresse du bien, éventuellement un petit descriptif du bien, un descriptif sommaire, le montant de votre offre, la durée de validité, les réserves, remarques ou conditions suspensives éventuelles. Et alors, surtout, n'oubliez pas de donner une durée de validité. Alors, ça va de 24 heures, je dirais, à une semaine, rarement moins, rarement plus, ça dépend un petit peu de la situation. Et alors enfin, n'oubliez pas de dater et signer votre offre. Voilà, sans ces éléments-là, votre offre risque de ne pas être valide et vous pourriez avoir des soucis par la suite. On nous a posé comme question également, est-il possible de signer un compromis ou un acte pendant cette période de confinement? Alors la réponse est oui. Vous pouvez tout à fait signer un compromis de vente pendant cette période. Un compromis de vente est un acte sous seing privé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas obligatoirement être fait devant un notaire. Typiquement, en ce moment, nous, ce qu'on propose, c'est que le notaire s'occupe de rédiger le compromis de vente. Une fois que toutes les parties se sont mises d'accord sur les clauses et tout ce que comprend le compromis, le notaire l'envoie chez l'acquéreur va le signer, il va ensuite l'envoyer au propriétaire qui va le signer de son côté également, et une fois que tout le monde l'a signé, votre compromis est tout à fait valable. Demandez quand même à votre notaire, en cette période de confinement, d'ajouter une clause spéciale par rapport à l'assurance en cas de décès éventuel. Donc, quand vous signez un compromis de vente, je dirais en présence du notaire, vous bénéficiez d'une assurance. Donc, si vous décédez entre le compromis et l'acte, l'assurance du notaire intervient à hauteur de 250 000 €. Ici, vu les conditions particulières, votre notaire doit le rajouter manuellement dans le compromis, sans quoi vous ne pourrez pas en bénéficier. Alors, concernant les actes, il y a un nouveau processus qui est en train d'être mis en cours par les notaires. Donc il faut savoir qu'à partir de début mai, en théorie, je parle bien au conditionnel, c'est pas encore tout à fait officiel, vous pourrez signer des actes à distance. Alors à distance, je m'explique, ça ne va pas se faire de la même manière que pour le compromis de vente. Vous prenez un rendez-vous en vidéoconférence, par exemple, avec votre notaire. Et lui vous expliquer la démarche à suivre. Et donc, à partir du moment où vous avez l'application sur votre téléphone It's Me ou un lecteur de carte d'identité, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle, enfin en tout cas donner une procuration authentique à soit un collaborateur du notaire, soit une personne de confiance. Donc ça vous facilitera la tâche, je dirais. Ça évitera de devoir vous déplacer directement chez le notaire et d'avoir des risques et de pouvoir, je dirais, plus respecter les mesures de distanciation sociale. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre notaire. Je vous dis, c'est pas encore tout à fait officiel, mais a priori, début mai, ça va se mettre en place. Autre question, quels sont les frais d'acquisition à prévoir donc lorsqu'on achète un bien immobilier? Alors, ça dépend de la région dans laquelle le bien est situé. Donc, il faut savoir que Bruxelles, la région flamande, la région wallonne n'ont pas, étonnamment, ne demandent pas en tout cas les mêmes frais lors d'un achat immobilier. Alors, il y a un site qui est très bien fait par les notaires dans lequel vous pouvez faire une simulation des frais d'acquisition. Je vais essayer de le mettre ici en commentaire. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais donc n'hésitez pas à aller dessus. Vous encodez, je dirais, votre prix d'achat et là vous allez avoir une succession, je dirais, de différents frais.
et ça vous donnera un aperçu global du montant à payer en plus du prix du bien. Donc, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Voilà, donc je vous ai mis la référence. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le site des notaires est assez bien fait. Voilà. Je vois ici qu'il y avait une question. Ma banque m'indique ce jour que les prix des biens vont diminuer à moyen terme, car il devrait probablement avoir plus de contraintes pour avoir un crédit et que les taux devraient augmenter. Qu'en pensez-vous? Bon, alors ici la réponse est personnelle, je ne pense pas. Donc il faut savoir que tous les derniers articles qui sont sortis par les institutions bancaires vont plutôt dans le bon sens. On ne pense pas qu'il devrait y avoir une baisse, en tout cas pour l'immobilier résidentiel à Bruxelles, des prix. Maintenant, voilà, c'est la première fois que tout le monde est confiné chez soi. Nous, en tout cas pour notre part, ce qu'on constate, c'est qu'on a autant de demandes de clients qui veulent soit acheter, soit vendre. Donc, je pense que ça va redémarrer assez rapidement. Donc voilà, on n'a pas d'aperçu, on n'a jamais vécu on n'a jamais vécu de confinement auparavant, donc on ne sait pas, mais je pense pas qu'il faut s'inquiéter. Le marché résidentiel à Bruxelles a toujours été vraiment stable. Donc voilà, pour ma part, pas d'inquiétude. Les taux ne vont pas augmenter non plus. J'en discutais récemment avec mon banquier qui me disait que non, pour l'instant les taux sont toujours bas et a priori ils vont rester bas. Alors l'autre question, voilà, est-ce qu'il va y avoir plus de contraintes pour avoir un crédit? J'espère que non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de contraintes pour avoir un crédit. Donc, il faut savoir que les taux, comme vous le mentionnez, sont assez bas. Maintenant, pour avoir un crédit hypothécaire, c'est pas toujours évident. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas, donc, si jamais vous avez d'autres questions, prenez le temps de nous appeler ou de nous envoyer un petit mail. Nous serons ravis de pouvoir faire votre connaissance et de vous aider. C'est tout à fait gratuit et ça fait plaisir, je pense, à tous les agents de vous avoir au téléphone. Donc appelez le 02 777 19 19 ou n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse info@latouretpetit.be. Voilà, j'espère que ça vous a plu, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouveau live Facebook La Tour est Petit. Je vous remercie, au revoir.